Bonjour à tous, bienvenue. Notre invité ce matin est Christian Jacob. Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député maire de Provins en Seine-et-Marne et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Alors, on a hâte de vous entendre sur la révision de la Constitution. François Hollande a cédé à une revendication de la droite, la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux nés en France. Il aura besoin de vos voix car ça passe très mal à gauche, on en discutera. Et vous nous direz si vous êtes plutôt opposition frontale ou union nationale. On parlera aussi emploi. Pourriez-vous signer un pacte républicain contre le chômage alors que les chiffres de novembre sont un peu moins mauvais? Enfin, on parlera de la droite qui s'apprête à vivre une année 2016, on va dire, mouvementée. Votre défi est de taille. Trouvez le bon candidat pour la présidentielle sans vous écharper. À mes côtés, pour vous interroger, j'ai ce matin Jean-Jérôme Bertolus d'ITélé et Arnaud Le Parmentier du Monde. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Jean-Jérôme Bertolus va vous poser la première question. On va d'abord revenir sur ce qui s'est passé à Noël en Corse. Alors à Ajaccio, après un guet-apens contre des pompiers dans la nuit de Noël, dans la cité très sensible, les Jardins de l'Empereur, vendredi, une manifestation a dégénéré, un lieu de prière a été saccagé, des Corans ont été brûlés et hier, une nouvelle manifestation avec des slogans clairement racistes, les Arabes dehors. Alors Christian Jacob, ce matin, est-ce que vous condamnez fermement ces manifestations xénophobes ou est-ce qu'au contraire, vous comprenez l'exaspération des manifestants? Non, les actes de violence, d'où qu'ils viennent, ne sont pas acceptables sur le sol de la République. C'est très clair. Alors, il est certain que l'attaque contre les pompiers, sans doute, est ce qui fait réagir beaucoup de Français, parce que c'est le respect de l'uniforme, c'est le respect de gens qui sont là pour sauver des vies, qui se font tabasser, qui se font caillasser. C'est inacceptable, mais aucune violence, d'où qu'elle vienne, n'est acceptable sur notre sol. Aucune violence, mais connotée. C'est pas. Mais qu'elle soit connotée ou pas. En France, on voit rarement des gens envahir une cité en criant les Arabes dehors, voire en faisant des appels au meurtre. Mais aucun acte de violence ne peut être toléré sur le sol de la République. J'ajoute que Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, a alerté depuis longtemps les autorités de l'État sur le fait que l'autorité de l'État devait être rétablie dans certains quartiers et qu'il avait besoin d'avoir des forces supplémentaires. Mais il a aussi dit que l'atmosphère était chauffée à blanc, notamment parce qu'il y avait une descente anti-drogue. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller attaquer la drogue dans les cités corses notamment, ou au contraire c'est prendre des risques? Bien évidemment, mais attendez, en Corse, on est en République française. Et à partir de là, les quartiers de non-droit ne doivent pas exister. Et c'est l'autorité de l'État qui doit être réaffirmée le plus rapidement possible. Et le seul regret qu'on peut avoir, c'est que les appels de Laurent Marcangeli n'aient pas été entendus plus tôt. Ce que je comprends pas, c'est qu'on est dans l'état d'urgence. Et on voit des manifestations, pas qu'une, donc dégénérées. Est-ce que le préfet a joué son rôle? Est-ce que vous dites qu'il faut aller dans les cités? Certes, mais est-ce qu'il faut laisser comme ça des manifestations dégénérées? Bien sûr que non. Il faut intervenir plus tôt. Donc le préfet a une responsabilité. Le préfet, il agit sur autorité. Vous savez, c'est toujours facile de trouver le bouc émissaire avec le préfet. Mais le préfet, il reçoit des instructions. Et il agit sur instruction. Donc, est-ce que les instructions lui ont été données ou pas? Je crois qu'il serait important que toute la transparence soit faite là-dessus, sur les instructions qui ont effectivement été données au préfet par le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au ministre de l'Intérieur? De faire la transparence sur la hiérarchie des ordres qui ont été donnés. Qui a donné des instructions au préfet? À quel moment? De quelle façon se sont passées les choses? Vous savez, il est toujours important lorsque des actes de violence comme cela dégénèrent. Et encore une fois, c'est sans doute que personne ne s'attendait à ce que ça dégénère de cette façon. Ceci étant, quand même, l'alerte, moi je me souviens de Laurent Marcangeli, qui à plusieurs reprises l'avait dit. Il avait dit qu'il y a des quartiers sensibles et qu'il attendait effectivement que le ministère de l'Intérieur prenne bien la mesure des risques qu'il y avait dans ces quartiers. Est-ce qu'il y a un problème spécifique de racisme en Corse?
Non, je crois que le racisme n'est tolérable d'abord nulle part. Il n'y a pas d'excuse au racisme. Là, on a entendu les Arabes dehors et on Oui, mais entend d'accord, on mais brûle c'est des pas pour autant Corans. que c'est Non, mais c'est très acceptable. grave. C'est pas pour autant que c'est acceptable. C'est que- pas parce qu'on l'a entendu qu'on doit le tolérer. On ne peut le tolérer nulle part. Encore une fois, personne n'est stigmatisé. Il y a des voyous qui doivent être enfermés, qui doivent être jugés, qui doivent être présentés devant les tribunaux le plus rapidement possible. Vous savez, c'est ces gens qui viennent pour frapper des pompiers, pour détruire des lieux de culte, pour scander des slogans inadmissibles. Ce sont des voyous. Il faut les appeler par leur nom. Est-ce que vous faites un lien avec le vote pour les indépendantistes, pour les nationalistes, une semaine, enfin 10 jours auparavant, avec effectivement, on a entendu des discours très forts sur le peuple corse, la nation corse. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un verrou qui a sauté? Le vote pour les indépendantistes, ça a été 7%, je crois. Ensuite, il y a une coalition qui a été faite. La démocratie s'est exprimée. Les Français se sont exprimés à l'occasion de ces élections régionales territoriales. Il n'y a rien d'autre à dire. Le résultat des élections a été proclamé. Voilà, les élus sont installés. Arnaud Le Parmentier. Est-ce que vous craignez que ce genre de contre-manifestation punitive qu'on a vu en Corse ait lieu dans les autres banlieues ou quartiers sensibles français? Est-ce que les Corses ne feraient pas ce que les continentaux s'apprêtent à faire? Le risque existe lorsque l'État est faible. Et encore une fois, les maires sont les sentinelles de la République. Lorsqu'un maire alerte les pouvoirs publics sur le fait qu'il y a des risques de dérapage dans sa ville, le maire est souvent le premier à ressentir cela et il faut qu'il soit entendu. Une dernière question politique, cette fois sur les élections qui ont eu lieu précisément. Est-ce que vous êtes d'accord avec les lignes rouges tracées par Manuel Valls au surlendemain de cette élection? Il y a une seule nation, la nation française. Il n'y a pas de deuxième langue de la République française. Autrement dit, le corse ne peut pas être considéré comme une deuxième langue. Et il n'y a pas de prisonniers politiques en Corse. Écoutez, oui, simplement, j'aimerais que pour une fois, Manuel Valls ait une vraie corrélation entre les actes et l'action. Parce qu'il est aussi celui qui souhaite inscrire dans la Constitution avec le président de la République les langues régionales. Donc il y a un moment, il y a besoin de cohérence et de clarté. Il y a une langue de la République, c'est le français. Et l'avenir de la Corse n'a qu'une seule possibilité, c'est dans la République française. Et les Corses font partie intégrante de la République française. Il n'y a pas d'autre possibilité pour les Corses. Mais s'émouvoir du discours en Corse et en même temps promouvoir l'inscription dans la Constitution des langues régionales, il y a quand même un peu d'incohérence. Et si, pour une fois, Manuel Valls, comme le président de la République, sortait de ses ambiguïtés un peu politiciennes et restait sur la ligne qui est la nôtre, c'est-à-dire que la République est une et indivisible et que la langue de la République est le français, on éviterait peut-être ce genre de provocation. C'est Jacques Chirac qui avait signé cet accord européen. Non, parce qu'il est signé dans le cadre de la charte européenne, mais n'a jamais été inscrit dans la Constitution. Oui, mais il y avait bien un gouvernement en place qui était Oui, celui bien de Jacques sûr, Chirac mais simplement, il n'est pas pour autant inscrit dans la Constitution. Ça n'a jamais été le cas et nous y sommes, enfin, pour ma part, j'y suis tout à fait opposé. Christian Jacob, on va parler de la Constitution. Vous l'évoquiez à l'instant. François Hollande a décidé d'instaurer dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux nés en France. Vous êtes le patron de l'opposition à l'Assemblée. On voit que ça bloque à gauche. Son ami Julien Drey dit ce matin qu'il ne s'explique pas cette décision de François Hollande. Est-ce que vous, patron de l'opposition, vous allez soutenir la déchéance de nationalité alors que c'est une mesure que vous souhaitiez? Une fois de plus, le problème de François Hollande, c'est l'ambiguïté. Si on avait un président de la République qui a un discours clair et qui allie encore une fois les paroles et les actes, eh bien sans doute que sa majorité et son gouvernement ne seraient pas divisés comme ils le sont, le groupe PS ne serait pas en lambeaux comme il l'est aujourd'hui. François Hollande s'est exprimé devant le Congrès et puis il a redit au Conseil des ministres qu'il ferait la déchéance de nationalité. Je note simplement. Sa parole est première et dernière, comme dit Mme Taubira. Oui. Écoutez, ce qui sera dernier, c'est lorsque les débats seront terminés à l'Assemblée. Je vous rappelle qu'on est
on est sur une réforme constitutionnelle, dans le bicamérisme absolu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait unité des textes entre l'Assemblée et le Sénat. On est obligé d'avoir un vote conforme. Donc on verra ce qui sortira des débats. Moi, c'est la raison pour laquelle, sur ce sujet, j'ai mis en place un groupe de travail présidé par Philippe Houillon, ancien président de la commission des lois, que Bruno Retailleau au Sénat, mon collègue, a fait la même chose en demandant à Philippe Bas de mettre en place un groupe de travail pour regarder effectivement ce qu'il va y avoir dans cette révision de la Constitution, et c'est à partir de là qu'on se déterminera. Je note simplement, sur un petit point de droit, c'est que, enfin, qui n'est pas un petit point d'ailleurs, c'est que le président de la République le fait à partir de l'article 34 de la Constitution, c'est-à-dire que l'article 34 décline ce qui relève de la loi ou ce qui n'en relève pas, c'est-à-dire que, en fait, il inscrit la possibilité de mettre en place la déchéance de nationalité, mais elle n'est pas applicable immédiatement. Il faudra ensuite une loi d'application. Et cette loi d'application, elle interviendra quand ? Elle sera présentée par qui ? Elle sera mise en application selon quel module d'application ? Vous êtes pour le principe, c'est puisqu'on est mais attendez, sur le principe, nous l'avons réclamé à plusieurs reprises. Le gouvernement n'a eu de cesse que de le refuser. Et maintenant, il l'accepte. À trois reprises, et il faut voir ce que nous avons entendu. Vous vous souvenez des propos de Manuel Valls, qui nous disait qu'on courait derrière l'extrême droite, qu'on faisait du populisme, de la démagogie. C'était les mots de Manuel Valls. Donc aujourd'hui... C'était avant les attentats de Paris de 2015. Non, c'était avant ce novembre. Non, justement, parce qu'aucune mesure n'a été prise pendant 10 mois. Pendant 10 mois, le gouvernement était en arrêt complet. Il n'y a eu aucune proposition qui a été reprise. C'est très récemment qu'il le fait. Donc, sur le principe, bien évidemment, mais simplement, regardons comment elle se mettra en application. Et ça se décide pas sur un coin de table entre Noël et le 1er janvier. Donc, début de l'année, nous allons faire le point, nous, avec nos deux groupes de travail à l'Assemblée et au Sénat, regarder de près cette réforme constitutionnelle. Nous allons regarder comment les débats vont évoluer, compte tenu, encore une fois, de la division profonde de la majorité et même du gouvernement. Eh bien, c'est à l'arrivée que nous dirons si nous votons ou pas. Vous êtes dans un état d'esprit, par exemple, Bruno Retailleau, votre homologue au Sénat, dit ce matin dans le JDD, je suis dans un esprit constructif. Vous allez aborder ces débats à l'Assemblée dans le même esprit. Tout à fait. Donc, dans la volonté quand même que cette disposition passe. Tout à fait. C'est-à-dire l'état d'esprit constructif, ça veut dire qu'à partir du moment où nous sommes sur un texte et sur une rédaction qui est utile et qui est efficace, eh bien, il n'y aura pas d'ambiguïté, nous le voterons. Simplement, s'il s'agit simplement d'accrocher à la boutonnière de M. Hollande une réforme constitutionnelle et d'être sur une manœuvre politicienne, eh bien, nous ne la cautionnerons pas. Mais est-ce que vous, c'est pas de la manœuvre politicienne ? Comment ? Vous, est-ce que c'est pas de la manœuvre politicienne ? Parce qu'en début de semaine, au moment où il y avait les rumeurs de recul, la droite est montée au créneau en disant François Hollande a trahi le Congrès, on votera pas sa réforme. Maintenant, il vous l'offre, cette réforme, quitte à vraiment bousculer son camp. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui oui. Mais non, parce que les débats n'ont pas eu lieu. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle le Parlement. Ça existe. Et il faut qu'un texte passe, encore une fois, en lecture conforme à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est à la lumière des débats que nous verrons ce qu'il y a dedans. Vous proposerez des amendements ? Est-ce que vous proposez... Nous allons regarder. Ça fait partie. Par exemple, la rétention de sûreté. Est-ce que vous proposerez des amendements comme ça ? Ça fait l'objet du travail qui est mené à la fois par Philippe Houillon et par Philippe Bas. Et donc, rendez-vous début janvier. Et là, nous ferons effectivement le point, puisque l'un et l'autre sont en train de mener un certain nombre d'auditions pendant cette semaine. Et nous verrons effectivement, encore une fois, nous avons un état d'esprit tout à fait constructif, mais il ne faut pas qu'il s'agisse d'une manœuvre. Est-ce que vous travaillez avec Mme Taubira, déjà ? Écoutez, Mme Taubira, c'est... Comment dire sur Madame Taubira, elle a montré très clairement, depuis très longtemps d'ailleurs, qu'entre ses convictions et les lambris dorés de la République, elle avait clairement choisi les lambris dorés de la République. Si tant est qu'elle ait des convictions, elle s'assoit régulièrement dessus. Donc maintenant, la responsabilité, d'ailleurs, le sujet, c'est pas Madame Taubira, c'est François Hollande. C'est Madame Taubira qui va défendre le texte. D'accord. Mais est-ce qu'on a un président de la République qui est capable de faire preuve d'autorité ? D'ailleurs, il l'avait fait à l'égard d'autres ministres. Elle s'est pliée au lendemain de l'annonce au Conseil des ministres. Madame Taubira s'est pliée. Oui, non, mais on peut pas être à l'intérieur quand il fait beau, à l'intérieur lorsqu'il pleut et à l'extérieur lorsqu'il fait beau. C'est-à-dire que est-ce que sur la loi d'application qui
sera nécessaire pour la déchéance de nationalité. Est-ce que c'est Madame Taubira qui la présentera? C'est le garde des Sceaux, donc c'est normalement elle qui doit la présenter. En même temps, elle nous fait savoir qu'elle y est opposée. Parce que, au-delà de la réforme de la Constitution, il y aura besoin d'une loi d'application. Donc, qui la présentera, quand et sur quel contour? Ce sont des sujets qui sont importants avant de savoir si on vote. Est-ce que vous êtes favorable à la constitutionnalisation de l'état d'urgence? Là aussi, la question à se poser, est-ce qu'il y a besoin d'une révision de la Constitution pour appliquer l'état d'urgence? La réponse est clairement non. S'il fallait une démonstration supplémentaire, elle était apportée par la QPC ou le Conseil constitutionnel pour la 3e fois. C'est-à-dire que toutes les jurisprudences ont été concordantes. La saisine de 1985 et celle de mardi dernier ont démontré, parce que c'était ça l'argument. Oui, en fait, mais l'article 16 est dans la Constitution, l'état de guerre est dans la Constitution. Là, ce qu'on applique désormais en situation exceptionnelle, c'est l'état d'urgence. Est-ce que c'est pas une garantie pour le citoyen de l'avoir dans la Constitution? Non, mais l'argument qui était utilisé par le gouvernement pour l'inscrire dans la Constitution, c'était de dire on a un doute sur le fait que la loi soit constitutionnelle ou pas. Elle y est, y compris avec les modifications du 20 novembre dernier. Donc, moi, aujourd'hui, bon, regardons encore une fois pourquoi la mettre dans la Constitution. Il y a quand même quelques risques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on inscrit l'état d'urgence dans la Constitution, ça veut dire qu'on pourrait faire passer des lois beaucoup plus attentatoires aux libertés publiques en s'appuyant sur cette réforme constitutionnelle. Aujourd'hui, en droit, il n'y en a pas besoin. Maintenant, nous allons, là aussi, moi je veux prendre le temps du travail en profondeur avec des constitutionnalistes, avec nos groupes parlementaires de l'Assemblée et du Sénat, et c'est à la lumière de tout cela qu'on se prononcera. On va faire une première pause et on se retrouve tout de suite après avec Christian Jacob. Le grand